Conférence de presse conjointe, ministre de Finances Henri-Yves Moulang, gouverneur de la Banque centrale du Congo Deogracias Mutombo. Au centre, la présentation de la situation économique du pays et les différentes mesures prises pour arrêter la dépréciation du franc congolais et équilibrer les finances publiques, avec comme objectif ultime réduire les déficits, augmenter les recettes en vue de stabiliser les mois d'impôts. La douane congolaise, plus que déterminée à lutter contre toute forme d'anti-valeur, elle vient en effet de mettre sous les verrous un déclarant pour faux et usage de faux, un signal fort pour tous les inciviques qui privent l'État de moyens de sa politique. Les réformes engagées au Fonds de promotion de l'industrie depuis l'avènement de la nouvelle équipe dirigeante ont donné des résultats palpables, maîtrise des charges, accroissement de recettes et la conscience professionnelle qui est désormais au rendez-vous, satisfaction tout azimut pour les nouveaux managements de l'entreprise. C'est en tout cas ce qui ressort de l'atelier d'évaluation de la feuille de route du FPI adopté au mois de décembre 2016, atelier tenu du jeudi 17 au samedi 19 août 2017 au Cercle de Kinshasa. Les développements de ces titres et bien d'autres, c'est tout à l'heure dans Fiscalité et Développement, dans une présentation de Didi Mavambunombo, l'OPP. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. C'est encore et toujours un réel plaisir de vous retrouver à travers ce grand rendez-vous d'information économique et financière en République démocratique du Congo. Le ministre des Finances, Henri-Yves Moulang, et le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwananyembo, ont animé le samedi 19 août dernier une conférence de presse conjointe. Au menu de cette rencontre avec le professionnel de médias, le point sur la conjoncture économique en République démocratique du Congo. Les détails dans ce reportage signé Jean-Louis Miasekwama et Fanfan Makitou Doma. Il est connu comme un homme public à la parole rare, mais il a tenu à s'exprimer avec le gouverneur de la Banque centrale du Congo ce samedi 19 août 2016 dans le hall de son cabinet de travail. Henri-Yves revient sur sa stratégie pour stabiliser l'économie. Nous avons décidé de janvier 2017 de resserrer davantage l'exécution du budget en nous fixant comme objectif mensuel zéro déficit. Et il livre les premiers résultats, fruits de sa politique. Cette discipline budgétaire a permis de maintenir les finances publiques en équilibre au cours des 5 mois sur les 7 premiers mois de cette année, et d'enregistrer un ralentissement du rythme de dépréciation du franc congolais contre le dollar en passant d'une moyenne de 4% par mois entre octobre 2016 et mars 2017 à 2,5% par mois en avril et mai 2017. En juin 2017, bien des Congolais affolés par le rythme de la dépréciation de la monnaie nationale, envisageaient déjà le dollar à 2000 francs. Il fallait un autre tour de vis du ministre des Finances. Mais face à l'accélération de la dépréciation de notre monnaie constatée de fin juin à mi-juillet 2017, et ce, malgré une gestion maîtrisée des finances publiques comme je viens de le relever, le gouvernement n'a pas eu d'autre choix que de suspendre la quasi-totalité des paiements pour calmer les marchés. Là encore, l'Argentine nationale a obtenu quelques résultats. Elle a permis au gouvernement d'équilibrer ses comptes à la Banque centrale, de constituer une certaine marge de trésorerie pour le reste de l'année et de ramener le taux de change du franc congolais contre le dollar américain autour de 1550 francs congolais contre 1700 francs congolais au mois de juillet. Malgré un franc qui reprend du poil de la bête face au dollar et une stabilité toute relative qui s'installe, la prudence est de mise pour l'ordonnateur national des recettes. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo a quant à lui défendu les options de sa politique monétaire. Nous avons comme première action, groupe d'action, c'est l'ajustement budgétaire accompagné d'une politique monétaire restrictive. Au sujet du rapatriement des 40% des devises issues du produit des exportations des minerais, voici ce que Deogracias Mutombo dit des opérateurs miniers. Il vous souviendra qu'au mois de juillet même, nous sommes partis à Lubumbashi sensibiliser les opérateurs miniers pour le respect de la réglementation du change en matière de rapatriement des devises de 40%.
Et nous avons remarqué qu'il n'y a pas eu franc jeu joué. En ce qui concerne le rapatriement, les miniers ne s'entêtent pas. Apparemment, ils ont adhéré. Et nous l'avons déjà remarqué au niveau de reflux encore timide qui reprend de mouvements des capitaux, de rapatriement. L'accélération de l'inflation dans le premier semestre pousse à se poser la question. Est-ce que le gouvernement a-t-il eu recours aux fameuses avances de la Banque centrale? En termes plus courants, la planche à billets a-t-elle fonctionné à plein régime? Recours à la planche à billets, oui. En fait, on ne recourt pas à la planche à billets quand on a des déficits, lorsque nous avons des réserves budgétaires. Il n'est plus question pour nous de tourner la planche à billets. Nous avons eu à le faire. Des sous, mieux, des recettes, l'État en a grandement besoin. Et une grande partie de son argent qu'il doit lui donner les moyens de sa politique se retrouve dans les poches d'inciviques, de personnes indélicates, récidivistes, qui ne payent pas l'impôt ou ne versent pas la TVA. Au sujet justement de la TVA, selon certaines informations, les pertes se montent à 1 000 milliards de francs par mois. Les contentieux fiscaux s'accumulent. Qu'en est-il de la résolution de ces contentieux fiscaux? Contentieux fiscaux. 1 milliard. Bon, je vous laisse la responsabilité du chiffre, mais je ne sais pas si on est à 1 milliard. Ce que je peux préciser, c'est que les contentieux qui sont en justice, bon, nous n'avons pas une emprise certaine parce que dès que la justice est saisie du dossier, donc nous tous, nous attendons. Mais en ce qui concerne les autres contentieux, nos responsables des régies financières ont été instruits pour que progressivement nous arrivions à les liquider progressivement, soit par des accords transactionnels, soit alors par le fait de discuter, négocier au regard des lois et règlements et faire payer à l'État ce qui lui est dû. Le Premier ministre congolais, Bruno Tshibala, a écrit au FMI pour d'éventuels appuis à la balance des paiements et aux réserves internationales de la RDC. En d'autres termes, il s'agit d'une sollicitation pour un programme formel avec le FMI soutenu par la facilité de crédit. Qu'en est-il? Henri Yave précise. Je voudrais d'abord préciser que les relations entre notre pays et le Fonds monétaire international sont très bonnes. Les consultations sont régulières. Il y a une mission qui était prévue pour le mois de septembre, mais pour des raisons de calendrier, l'échéance a été décalée, mais nos services sont en contact étroit. FMI ou pas, la stabilité économique doit être recherchée coûte que coûte, au prix même d'un affrontement au corps à corps. Dépenser sur base caisse, et c'est ce que nous faisons. Moi et son Excellence, ici, nous sommes devenus les opérateurs du back-office de nos institutions. Je suis au back-office pour faire la mise à jour des soldes du compte de trésor à tout moment. Nous sommes à combien? Ah, risque de déficit, on arrête. Excédent qui arrive, on poursuit les paiements. C'est comme ça qu'on travaille aujourd'hui. Au sujet de l'intervention de 20 millions de dollars de la Banque centrale du Congo pour calmer la surchauffe sur le marché de change, son gouverneur fait le point. C'est confort. Nous sommes intervenus dernièrement avec un montant de 20 millions. Il fallait que les banques centrales nous amènent les francs congolais, 32 milliards. Mais au jour d'aujourd'hui, à peine 10 milliards ont été amenés à la banque. Où sont les francs congolais? Bientôt, plus de 2 semaines, que les banques n'arrivent pas à rassembler les francs pour couvrir les devises qu'elles ont prises à la Banque centrale. Le redressement économique de la RDC à moyen terme a 2 piliers. Les 2 chantiers, comme l'explique Henri Yave. Le premier chantier est celui de la réforme de notre système fiscal, considéré aujourd'hui comme complexe, parfois asphyxiant, mais surtout tracassier et en définitive décourageant souvent les initiatives privées. C'est pour cette raison
que sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Président de la République et suivant ses orientations personnelles, le ministère des Finances organise en septembre prochain un forum national sur la réforme du système fiscal de la République démocratique du Congo. Le deuxième chantier important et incontournable pour le développement de notre pays est celui de la relance de la production agricole nationale et de notre agro-industrie. L'objectif est de rechercher progressivement tant à atteindre l'autosuffisance alimentaire et à réduire ainsi la forte dépendance de notre pays vis-à-vis des importations, qu'à assurer la diversification de notre économie et par ricochet des sources de ses revenus. Le gouvernement a pris depuis quelques mois la mesure des problèmes économiques. Il lui faut maintenant le courage de ses décisions. Est-ce que ces mesures seront appliquées? Je dis oui. Oui, parce que nous-mêmes, par devoir de redevabilité, je crois que c'est Willy qui en a parlé, nous nous sommes fixés une feuille de route par rapport à chacune de ces mesures. Lorsque le document sera mis à votre disposition, vous verrez, et nous nous sommes fait fort de pouvoir assurer les suivis et l'évaluation. Mais il faut également préciser une chose, c'est que quand on parle de ces mesures, certes, c'est de la responsabilité du gouvernement, mais c'est une tâche qui relève de tout citoyen congolais d'abord, de se mettre à l'idée que ce sont des choses qui nous concernent et que chacun à son niveau doit faire sa part de choses. Naturellement, le gouvernement fera la sienne et usera de tous les moyens mis à sa disposition pour pouvoir les faire respecter. Le ministre congolais des Finances et le gouverneur de la BCC ont, par cette conférence, exercé leur devoir de redevabilité envers les Congolais. Espérons que l'exercice se répète à un rythme régulier. Pour le moment, l'urgence de la situation sur le terrain économique exige que le gouvernement se focalise sur des mesures à court terme plutôt que celles à moyen et long terme. Joli coup de filet à la douane congolaise, les éléments de la brigade douanière postés au niveau du guichet unique de Kinville viennent de mettre la main sur un certain Roger Lokanga déclarant de son état. Il a falsifié des documents pour faire sortir 2 conteneurs sous douane appartenant à l'importateur Jean-Pierre Nkolo. Pour en savoir davantage sur ces dossiers, suivez les explications du chef de bureau de la DGD à Kinville, Norbert Louchongo, au micro de Michel Wangi Lokwa. Un opérateur économique s'est présenté devant la douane pour solliciter une facilitation auprès des services de la direction provinciale de Kinville en vue de libérer sa marchandise qui a été mal déclarée et qui a été saisie dans un entrepôt sous douane. La direction provinciale a accédé à sa demande et lui a accordé cette facilité. On va lui exiger de faire une requête pour s'engager à régulariser dans un délai bien déterminé le contentieux ou le litige qui est déjà né suite aux abus qu'il a commis par rapport aux 2 conteneurs qu'il avait déclarés. La requête faite, elle est acceptée, elle est enregistrée dans nos bureaux et sur base de cette requête, des instructions claires sont données aux différents services qui interviennent dans l'opération et pour exécuter sa demande. Ces instructions disaient ceci: l'autorisation est donnée pour un conteneur sollicité qui devait aller livrer à ses clients au fin d'être payé et revenir à la douane pour régulariser les litiges. Mais curieusement, ayant les documents avec les annotations en sa possession, les représentants
de l'importateur qui se présente à l'entrepôt où se trouvent les conteneurs ne présente plus les documents portant les annotations des services attitrés. Il se présente avec un autre document que nous appelons le bon à enlever. Ce document étant de l'apanage du seul RG principal qui est habilité à l'émettre. Et à ce niveau-là, le commandant qui était en faction à ce moment-là à l'entrepôt examine les documents qui lui est présenté et comme déjà il était averti qu'il y a un document qui arrive portant les annotations pour libérer un conteneur, il est surpris de voir devant lui quelqu'un avec un document semblable qui portait le cachet de la DGDA, la signature et le cachet personnel du receveur principal, mais sans les annotations instruisant la sortie d'un seul conteneur sollicité. Heureusement, le commandant de la brigade, bien rodé et connaissant bien les rouages de son travail, a vite compris que ces documents n'étaient pas les bons. Sur base de ça, nous avons été éveillés, nous avons été alertés pour comprendre ces documents pouvaient venir d'où. Et nous avons commencé à mener une petite enquête pour tomber sur la personne qui s'était présentée la veille auprès de l'entrepôt pour sortir les conteneurs avec un faux document. Et présentement, la personne a été arrêtée et elle est mise à la disposition de la police jusqu'à l'heure où nous parlons. Voilà, la loi est dure, mais c'est la loi, dit-on. Près de 60 tonnes de marchandises en provenance du Congo-Brazza se trouvent présentement consignées et sous surveillance policière au port fluvial de Kinshasa, derrière le guichet unique de la DGDA. C'est suite au refus manifeste des importateurs, principalement les personnes vivant avec handicap, de laisser la douane prendre en charge leur cargaison à travers le logiciel Sidonia World. Selon les informations à notre possession, ces importateurs auraient déjà payé hors circuit douanier le frais de l'OCC, ce qui est en contradiction avec les instructions de dédouanement de marchandises en vigueur. Selon les autorités de la DGDA, la loi doit s'appliquer dans toute sa quintessence. Nous y reviendrons avec force détail. Près de 200 cadres et agents des impôts se sont lourdement outillés sur les matières relatives à la fiscalité des hydrocarbures et c'est à l'issue d'une formation de 8 jours organisée par la haute direction de la DGI dans l'idéal non seulement d'améliorer les rendements sur le terrain, mais aussi et surtout de maximiser les recettes fiscales dues au Trésor public congolais. Ouverte le 2 août 2017, cette formation s'est clôturée le 11 août dernier au lycée Chaoumba dans la commune de la Gombe. Philo Choleba Peke, Céline Boumba, Angelani. Reportage. 8 jours durant, ces agents du fisc ont pénétré ces méandres de questions fiscales liées aux hydrocarbures pour une mise à niveau afin de bien exercer leur métier au sein de l'administration fiscale congolaise. Occasion pour les cadres et agents des impôts de bien maîtriser les nouvelles dispositions fiscales contenues dans la loi sur les hydrocarbures en vue d'améliorer l'assiette fiscale. Les enseignements ont tourné, entre autres, sur la fiscalité des hydrocarbures, la comptabilité des sociétés pétrolières, la naissance de l'industrie pétrolière, les différents prélèvements opérés par la DGRAD et la DGI, les différents pétroliers producteurs exerçant leur activité en RDC. Les formateurs et experts en hydrocarbures, José Bafalaï Toumbela, a encouragé les participants formés de répercuter des enseignements reçus aux autres pour mobiliser davantage les recettes de l'État. Il était question que nous puissions tout d'abord leur dire d'où vient l'industrie pétrolière et quelle est la philosophie de ces sociétés, comment ça a pu fonctionner à travers le monde. Et ça, nous avions abordé dans un cours que nous avions intitulé dès le départ comme étant « Philosophie des entreprises pétrolières ». Et il était important de pouvoir montrer aux agents et cadres de la DGI, que
qu'il existait plusieurs types de contrats dans le secteur pétrolier. Des enseignements qui se sont tombés sur terre fertile dans le chef de participants qui se sont engagés à donner les meilleurs d'eux-mêmes et faire rentrer l'État dans ce droit. Cette matière qui s'avère être complexe a été très bénéfique pour nous, dans ce sens que c'est un domaine qui est très sensible. D'abord, les hydrocarbures, les sociétés pétrolières, c'est une matière très, très sensible. Mais avec la formation, on a pu éclairer notre lanterne. Hein. Oui, je pourrais dire que les objectifs sont atteints dans la mesure où nous avons eu la connaissance exacte de cette fiscalité particulière qui est la fiscalité des hydrocarbures, et ça permet à la Direction générale des impôts de bénéficier des cadres qualifiés pour contrôler, faire le contrôle fiscal de ces secteurs avec beaucoup d'efficacité. Oui, ce qui est d'abord important, c'est que l'agent de fisc doit maîtriser la loi, parce que l'impôt, c'est un prélèvement qui se fait suivant la loi. Il doit maîtriser la loi sur les hydrocarbures, mais aussi, comme c'est une matière un peu particulière, et cet agent-là doit connaître, parce que là, il y a un régime fiscal particulier, et l'agent doit être à mesure de bien comprendre comment la fiscalité est appliquée au niveau des hydrocarbures, de manière à ne pas laisser échapper les droits de l'État. Cette formation va se poursuivre à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, à Goma, au Nord Kivu, et à Matadi, dans le Congo central, ainsi que dans d'autres provinces du pays. Un communiqué de la Direction générale des impôts, la DGI, informe les opérateurs économiques assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée TVA en général et les entreprises minières en particulier qu'en application de l'article 53 de l'ordonnance loi du 20 août 2017 portant à institution de la taxe sur la valeur ajoutée telle que modifiée et complétée par l'article 33 de la loi de finances de 23 juin 2017 pour l'exercice 2017. Il vient d'être mis en service un nouveau formulaire de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée retenue à la source par les entreprises minières pour compte des entreprises publiques. Ces formulaires de déclaration peuvent être obtenus directement par les entreprises minières concernées auprès des services opérationnels compétents de la Direction générale des impôts ou être téléchargés sur son site web à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Communiqué signé, c'est le Yalagouli, directeur général des impôts. Clôturons le chapitre des régies financières par la vulgarisation des actes générateurs des recettes non fiscales de l'État qui relèvent du secteur de cours, tribunaux et parquets. Le commentaire est signé Patience Vumilia Bokole. Voici les actes générateurs du secteur des cours, tribunaux et parquets, sous l'encadrement de la DGRAD, parmi lesquels les droits sur les sommes allouées aux parties civiles, avec comme fait générateur l'allocation des sommes lors d'un jugement rendu, le droit proportionnel sur les SRL, avec comme fait générateur la libération du capital à l'occasion de la création, de l'augmentation du capital et de la prorogation de la durée. Les droits sur le produit des ventes publiques, les droits sur les sommes accordées en cas d'exécution forcée, les frais de justice avec comme fait générateur le dépôt de plainte ou jugement rendu, la redevance d'inscription au nouveau registre des commerces, les droits d'octroi de l'extrait du casier judiciaire, la caution des mises en liberté provisoire, les autres recettes judiciaires, précisément les diverses prestations de cours et tribunaux, les amendes judiciaires en cas de violation de lois et règlements, ainsi que les amendes transactionnelles en cas de violation des lois et règlements. Plusieurs experts sont formels. Le tilapia produit localement en RDC n'est pas contaminé par le virus mortel cité dans l'alerte de la FAO. Il en est de même du tilapia provenant de la Chine. Des experts du ministère de la Pêche et Élevage
comme de l'Office congolais de contrôle OCC sont d'avis que les tilapia de ces deux provenances sont hors danger, donc comestibles, contrairement au tilapia qui est importé de 5 pays indexés dans le communiqué de presse du ministre du Commerce extérieur. Jean-Lucien Boussa a, comme on le sait, interdit les tilapia importés de la Colombie, de l'Équateur, de l'Égypte, de la Thaïlande et d'Israël contaminés par le virus mortel. Les raisons de la consommation des tilapia locaux et ceux provenant de la Chine sont expliquées ici par Benjamin Yogolelo Itongwa. Les tilapias pêchés dans les lacs congolais se nourrissent naturellement. C'est le cas de ceux qui sont pêchés aussi bien dans le lac Moero dans le Haut-Katanga, le lac Édouard au Nord Kivu, comme dans le lac Albert en Ituri. Leur alimentation n'a rien à voir avec les produits chimiques à base desquels l'on nourrit le tilapia d'élevage de la Colombie, l'Équateur, la Thaïlande, l'Égypte et Israël. Les tilapias de la RDC mangent donc bio, d'où leur consommation ne présente pas de risque viril. Les Congolais peuvent donc en manger tranquillement. La situation est la même pour le tilapia de la Chine. Ce tilapia ne figure pas sur la liste de tilapia indexée par l'alerte de la FAO. Aussi, affirment des sources dignes de foi, l'OCC veille au grain avant de faire passer la frontière congolaise aux poissons atteints de virus. Experts et laborantins de l'OCC travaillent jour et nuit pour détecter les produits alimentaires avariés. Un travail ajoute la source, très intensifiée depuis juin dernier. Une raison de plus pour apaiser les consommateurs du tilapia provenant du pays de feu Mao Tse-tung. L'on rappelle que des cargaisons entières des produits avariés ou contaminés ont été incinérés. Cela en présence des autorités judiciaires et politico-administratives, ainsi que des responsables de l'OCC et de la douane, sous les projecteurs des caméras. Bivac RDC, une filiale de Bureau Veritas de Paris, qui est en contrat avec l'OCC, contrôle toutes les marchandises, y compris alimentaires, et ce, avant leur embarquement vers la RDC. Le tilapia et d'autres espèces de poissons font partie du potentiel halieutique de la RDC. Ce potentiel est estimé à 707 000 tonnes par an. La production annuelle du poisson, quant à elle, est de 240 000 tonnes. Autre chose à présent, clôture le samedi 19 août 2017 de l'atelier d'évaluation de la feuille de route pluriannuelle du Fonds de promotion de l'industrie FPI. Pendant 3 jours, cadres et agents de cet établissement public ont passé au crible les différentes réformes engagées depuis l'adoption de la feuille de route de l'entreprise au mois de décembre 2016. D'une manière générale, tous les objectifs ont été atteints, notamment la maîtrise des charges, l'accroissement des recettes issues de la taxe de promotion industrielle et l'amélioration de l'éthique professionnelle. Michel Wangulokwa, Céline Boumba, Angelani, reportage. Qui veut aller loin ménage sa monture du temps. C'est l'essence donnée à cet atelier d'évaluation à mi-parcours de la feuille de route du Fonds de promotion de l'industrie FPI adopté lors des états des lieux tenus du 27 au 29 décembre 2016, toujours dans ce même cadre du cercle de Kinshasa. Au cours de ces assises, il a été indiqué que le FPI était une entreprise en difficulté, caractérisée par la baisse des recettes et l'accroissement des charges d'exploitation. À cela s'ajoutent les constats amers faits à l'issue des missions d'inspection dans cette province du pays qui a mis à nu l'échec de plusieurs projets financés par le FPI. Partant de ces tableaux sombres, une nouvelle vision managériale a été adoptée, coulée sous forme d'une feuille de route. Cet atelier tenu du 17 au 19 août 2017 a comme objectif évaluer la mise en application de la dite feuille de route. Les principaux responsables du FPI ont passé en revue les grandes réformes engagées qui se résument à l'amélioration de la gouvernance, de la dynamisation de la mobilisation des recettes, de la maîtrise des charges ainsi que la promotion de l'éthique professionnelle. Aux yeux du directeur général du FPI, Patrice Kiteb-Kibanvoul, les réformes engagées ont donné les résultats escomptés. D'après ce que nous entendons dire, c'est que petit à petit, les choses commencent à changer. Je vais vous donner quelques indicateurs. Premièrement, nos recettes sont en train de connaître un accroissement. Je peux vous indiquer qu'à la fin du mois de juin de l'année passée, nous étions à peu près à l'équivalent de 29 milliards de francs congolais mobilisés. Cette fois-ci, on est à 36 milliards à fin juin 2017
mais en même temps, dans un contexte où il y a eu un glissement du taux de change. Ça, il faut le reconnaître. Deuxièmement, en termes de maîtrise de charge, par rapport au premier semestre 2016, nous avons eu une diminution de charges d'à peu près $1 million. Si vous tenez compte, vous neutralisez l'impact sur nos charges des paiements, des dettes contractées antérieurement. Donc nous avons eu une diminution de charges à concurrence d'$1 million, mais dans un contexte où nous avons accru et accéléré les missions de contrôle de projet, de supervision de projet. Nous avons accru les missions d'audit interne pour qu'ils nous garantissent que les procédures sont respectées, les règles sont respectées et les comportements professionnels des uns et des autres sont conformes aux pratiques telles qu'elles sont décrites dans les règles. Et puis je pense que nous avons instauré un climat de dialogue en permanence avec les opérateurs économiques. Et donc, y compris sur le plan de la gestion, nous voulons mieux accompagner les opérateurs économiques. Voilà un peu quelques changements, je pense, qui sont peut-être de petits changements, mais qui vont faire une grosse différence à la sortie. Pour le reste de l'année 2017, les participants ont adopté une série de recommandations pour la bonne marche de cet établissement public. Nous notons que les recommandations qui ont été déjà exécutées ou qui sont en cours représentent à peu près 84% de ce que nous avions décidé à la fin de l'année passée. Les conférences budgétaires ont débuté le mercredi 16 août 2017. Le ministre d'État en charge du budget, Pierre Kangoudia, s'est rendu sur les différents lieux où se tiennent ces activités. Elles ont la particularité d'associer la société civile à l'élaboration du projet de budget pour les cas précis, celui de l'année 2018. Ce programme citoyen est piloté par le comité d'orientation de la réforme des finances publiques COREF qui bénéficie d'un don de la Banque mondiale pour le financement du projet de la redevabilité de la gestion des finances publiques dit Profit Congo. Reportage Jean-Louis Sekama, Céline Boumba, Angelani. Le ministre d'État en charge du budget, Pierre Kangoudia, fait sa ronde. Les conférences budgétaires ont commencé ce mercredi 16 août 2016. On compte 3 groupes de travail. Le premier à la direction de préparation et de suivi du budget, dont les bureaux jouxtent ceux de la DGRAD. Le ministre d'État, Pierre Kangoudia, a quelques mots pour les experts. C'est au Pullman Hotel que l'on retrouve le ministre d'État. Il va à la rencontre de 2 groupes de travail. Il commence par celui qui se charge du volet des recettes dans le salon Kassai. En ce qui concerne les recettes, nous continuons à demander, à travailler pour que nous ayons aussi la chaîne de la recette. Il passe ensuite au salon Congo, où les experts qui se penchent sur le volet dépenses sont à pied d'œuvre. Vous avez le privilège d'être parmi les rares Congolais à vous retrouver dans cette commission. Et donc vous pouvez comprendre les choses mieux que quiconque et mieux que même mes collègues membres du gouvernement. Ça ne veut pas dire que vous ne fassiez pas l'exacte évaluation des besoins de nos administrations, mais maintenant le travail que nous avons au niveau de cette commission, c'est celui d'arbitrage par rapport aux moyens disponibles. À ce moment-là, nous sommes le 16 août 2016. N'est-il pas tard pour se mettre à confectionner le budget? Nous avons fait voter le projet de budget en ce qui concerne l'exercice 2017 il n'y a pas longtemps, c'était au mois de juin. Cela a eu un impact sur le déroulé normal du calendrier pour les prévisions de l'exercice 2018. Et je crois que nous allons quand même faire un effort pour ne pas déposer en retard le projet du budget 2018. La particularité de ces conférences budgétaires est sans nul doute la participation de la société civile, un cas rare, sinon unique au monde. Cette participation citoyenne est rendue possible grâce au comité d'orientation de la réforme des finances publiques COREF, qui exécute à ce sujet le projet de renforcement de la redevabilité et de la gestion des finances publiques Profit Congo, financé par les bailleurs de la RDC comme la Banque mondiale.
Mais nous allons faire en sorte que les gens travaillent nuit et jour. Et pour cela, d'ailleurs, ces conférences se tiennent avec en partie l'assistance de la Banque mondiale à travers le COREF. C'est pour vous dire à quel point nous sommes dans une situation extrêmement difficile, ce qui a pu faire que nous ayons pour une fois ici un glissement dans notre calendrier des travaux budgétaires. La société civile et ses experts ont un rôle important qui consiste à attirer l'attention des autorités budgétaires sur les crédits à accorder aux secteurs sociaux notamment. Il donne également ses avis sur l'amélioration de la qualité de la dépense et la collecte des recettes. Et puis dans le cadre de notre rubrique mots économiques du jour, la rédaction de l'agence Galaxy Media a prévu pour ses numéros de fiscalité et développement comme mots économiques à expliquer récapitalisation. Priska Sekana Kinzonzi. Récapitalisation veut normalement dire ajout des capitaux propres dans l'entreprise car elle serait en manque. Elle procède alors à une augmentation de capital pour rembourser tout ou une partie de ses dettes. Une récapitalisation est alors une opération dans laquelle une entreprise qui s'était beaucoup endettée il y a quelque temps verse par exemple un dividende extraordinaire à ses actionnaires financé par un nouvel emprunt bancaire qui en général remplace aussi le précédent. Concrètement, en quoi consiste la récapitalisation des banques? La récapitalisation des banques consiste à fournir des liquidités à des banques qui en manqueraient. En général, elles empruntent ces liquidités sur le marché interbancaire. Mais en cas de crise économique, les banques deviennent plus réticentes à se prêter entre elles. C'est donc aux banques centrales ou aux États de prendre le relais. Sinon, pour fournir les liquidités, il y a différents moyens, par exemple, de prêts ou une augmentation du capital, ce qui revient à l'équivalent d'une émission d'obligations ou d'actions sur le marché en période normale. La banque a environ 7% de fonds propres et 93% de dettes. Le 7%, c'est ce qu'on appelle le ratio tier 1, utilisé dans les réglementations BAL 2 et 3. Bref, récapitaliser, c'est augmenter le capital pour réduire l'effet des leviers. Le marché dit qu'il faut 12% de fonds propres, BAL 3 dit 8%. Il faut trouver l'équilibre car les capitales coûtent cher et est une ressource rare. Les banques veulent le moins de capital possible, mais dans les crises économiques comme celle-ci, les capitales fonds affaiblit la banque. Donc, il faut soit réduire l'activité de prêt, soit ne plus verser des dividendes et incorporer les résultats aux réserves, ou émettre de nouvelles actions pour avoir un niveau de fonds propres suffisant pour couvrir le risque de la banque. Faisons à présent le tour d'horizon des principaux grands marchés de la capitale congolaise pour avoir une idée sur les tendances de prix de denrées alimentaires de grande consommation au samedi 19 août 2017. Philo Cholebapeke pour les détails. Malgré la faible appréciation de la monnaie nationale, la tendance volatile pour certains biens et services sur les principaux marchés de Kinshasa persiste. Ainsi, l'évaluation des prix faite au 19 août 2017 indique que les cartons de poisson chinchard 20 plus de 30 kg a connu une baisse au marché de la Liberté, passant de 99 000 francs congolais la semaine dernière à 81 000 francs congolais cette semaine qui vient de se terminer. Même au marché central où ce même carton de poisson est passé de 102 000 francs congolais à 97 000 francs congolais. Au marché Zigida, par contre, le prix est resté stable, soit à 100 000 francs congolais. Au marché Gambela, le prix a connu une hausse passant de 87 500 francs congolais la semaine dernière à 99 500 francs congolais cette semaine qui vient de s'achever. En ce qui concerne la viande, Kappa, un carton coûte 103 000 francs congolais au marché de la Liberté, tandis qu'au marché central, il s'est vendu à 102 000 francs congolais. 103 500 francs congolais au marché Zigida, tandis qu'au marché Gambela, il s'est vendu à 103 200 francs congolais. Du côté haricots, au marché de la Liberté, le prix d'un sac de 100 kg a baissé de 130 $ américains la semaine dernière à 115 $ américains et les bols appelés communément Ebundeli s'est vendu à 1300 francs congolais. Au marché central, par contre, le prix est resté stable à 130 $ américains pour le sac de 100 kg et les bols à 1300 francs congolais. Même tableau au marché Zigida où le prix n'a pas bougé, restant à 110 $ américains le sac et 1200 francs congolais pour un bol.
Au marché Gambela, le prix a connu une hausse passant des $125 américains la semaine dernière à $135 américains cette semaine et un bol a demeuré à 1400 francs congolais. Autre produit de grande consommation, les maniocs dont le prix est resté stable, soit à 65 000 francs congolais au marché de la Liberté. Au marché central, le prix a connu une hausse passant des 65 000 francs congolais la semaine dernière à 67 000 francs congolais cette semaine qui vient de se boucler. Hausse également au marché Zigida où le même sac est passé des 70 000 francs congolais à 75 000 francs congolais. Mêmement au marché Gambela où le prix des sacs est passé des 68 000 francs congolais à 70 000 francs congolais. Terminons avec le sucre dont le sac de 50 kg de la compagnie sucrière a coûté 74 000 francs congolais au marché de la Liberté, 76 000 francs congolais au marché central, 78 000 francs congolais au marché Zigida et 77 000 francs congolais au marché Gambela. Les constats est que le prix sur les marchés pourront demeurer stables si les taux de change s'est stabilisé, ce qui est une bonne chose pour le pouvoir d'achat de la population. Maintenant, voyons du côté de l'Institut national de la statistique INES qui a rendu public l'indice du taux de l'inflation hebdomadaire du 14 au 18 août dernier, calculé à partir de l'indice des prix à la consommation. Commentaire Ruben Mayoni Ntiakiyunga. L'inflation hebdomadaire du 14 au 19 août 2017 est de 0,309% au niveau national et 0,175% à Kinshasa. En cumul, l'inflation a atteint 32,342% au niveau national et 32,293% à Kinshasa. L'inflation annualisée se situe à 55,512% au niveau national et 55,423% à Kinshasa. En glissement annuel, l'inflation est de 44,175% au niveau national et 45,013% à Kinshasa. L'inflation de la semaine est consécutive à la hausse des prix du riz local, du sucre, des pains, de la farine de maïs à Kananga et Goma, des laits, fromages et œufs, des chenilles, des poissons frais, des céréales pour bébés, des services de transport et de communication et de quelques articles de ménage. Et puis sur le marché d'échange, le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 18 août 2017 un dollar américain à 1545,64 francs congolais, pendant qu'au samedi 19 août 2017, au parallèle, de façon générale, le taux était à 1570 francs congolais au centre-ville de Kinshasa et au grand marché précisément, le billet vert s'échangeait à 1560 francs congolais. À l'aéroport international de Njili, le dollar américain s'est échangé à 1500 francs congolais à l'intérieur du pays, particulièrement à Goma dans le nord Kivu et à Bukavu dans le sud Kivu. Le roi dollar valait 1500 francs congolais. Pareil à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Dans la ville de Kimpese, nous sommes là dans la province du Congo central. La devise américaine s'est négociée aussi à 1500 francs congolais. À Kananga, dans la province du Kasaï central, un dollar américain s'obtenait à 1550 francs congolais, contrairement à Chikapa au Kasaï, où le taux du billet vert était à 1510 francs congolais. Jetons à présent un regard sur le cours des principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 19 août 2017. Chaque semaine qui passe, les cours des matières premières sont toujours volatiles. C'est ainsi qu'au dernier fixing de samedi 19 août 2017, le baril du pétrole sur le marché de Londres a affiché 52,87 $, soit une hausse de 4,07% et une augmentation de 3,77% sur le marché américain, se vendant à 48,71 $ américains. Quant aux produits miniers, le cuivre a terminé la semaine en hausse de 1,21% à 6 456,25 $ la tonne, le cobalt à 56 796 $ la tonne, soit 0,03%, et l'or en baisse de 0,12% à 1285,70 $ américains. S'agissant des produits céréaliers, la tonne du maïs a coûté
352 $ américains, soit une baisse de 0,28%, celle du riz à 12,13 $ américains, chutant de 0,45%, et celle du blé à 417 $ américains, baissant de 0,54%. Le 8 août 2017, le Bureau central de coordination BCECO a totalisé 16 ans d'existence, 16 ans au cours desquels cette institution a matérialisé avec dextérité la maîtrise d'ouvrages délégués de projets financés par des bailleurs de fonds ainsi que par le gouvernement congolais. Fabien Lubuluba Kayaka nous propose cet élément qui résume les grandes réalisations du BCECO, considéré comme étant le bras séculier du gouvernement congolais en matière de reconstruction nationale. Regardez. Créé par décret présidentiel, le Bureau central de coordination BCECO totalise le mardi 8 août 2017 16 ans d'existence. Des décennies de gabegies financières ont concouru à sa création. Ces missions consistent, entre autres, à contribuer au processus de la reconstruction et du développement de la République démocratique du Congo, notamment en luttant contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Véritable bras séculier du gouvernement en matière de reconstruction nationale, durant cette décade, le BCECO a assuré avec brio la maîtrise d'ouvrage délégués de la plupart des projets du gouvernement. Parmi les projets financés de la Banque mondiale, il s'agit du programme multisectoriel d'urgence de réhabilitation et de reconstruction PMUR. Sur financement de la Banque africaine de développement, il faut citer les projets d'appui au plan directeur de développement sanitaire PAPDDS dans l'ancienne province orientale. Sur financement PPTE-PA, la réhabilitation et modernisation des hôpitaux généraux de référence à travers les pays et les 3 grandes universités, sans oublier la construction de l'université de Kindu et de l'université catholique de Bukavu. Récemment, sur fonds propres du gouvernement de la République, la construction de l'immeuble du gouvernement et la réhabilitation et modernisation de cet immeuble de la place Le Royal à Kinshasa-Gombe. Dans les domaines de l'éducation, la construction des 1000 écoles dans le cadre du projet de réhabilitation et reconstruction des infrastructures scolaires prises, dans le secteur de la santé, le projet d'équipement des structures sanitaires PS. Enfin, les projets de réhabilitation et modernisation des stades municipaux Prostam et les projets de construction de 120 tribunaux de paix sur l'ensemble du territoire national, les ProTripé. Sur le plan international, sachez que la nouvelle banque de développement NDB a accordé un prêt de plus d'1 milliard de dollars américains à l'Afrique du Sud, annonce faite le 18 août dernier par le président de cette banque, Koundapour Kamat. Créée par le groupe d'économies émergentes BRICS, cette nouvelle banque de développement prévoit d'accorder 1,5 milliard de dollars américains au pays de Mandela pour des projets d'infrastructure au cours des 18 prochains mois. L'objectif de la NDB est de finir 2018 avec un prêt total d'environ 8 milliards de dollars américains pour environ 35 projets. Inauguré officiellement le 15 juillet 2015 à l'occasion du 6e sommet des BRICS qui s'est tenu à Fortaleza au Brésil, la nouvelle banque de développement est configurée pour favoriser une plus grande coopération financière et de développement entre les pays émergents. Elle a son siège à Shanghai en Chine et a été fondée avec un capital initial autorisé de 100 milliards de dollars américains. La grand-messe des finances publiques est ainsi dite. Merci à vous qui nous avez suivis à partir de la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu.